Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et c'est votre nouveau rendez-vous des Back Issues pour aborder quelques sorties comics que nous avons lus en VF pour mettre en avant le travail de nos chers amis de l'édition. Et bien entendu, pour vous parler de ces quelques bandes dessinées que nous avons lues et que nous allons chroniquer en live, là, sous vos yeux ébahis, je ne serai pas seul puisqu'il y a avec moi le célèbre Corentin Voix Cassée. Bonjour. Oui, salut Arnaud. Ça va Il est trop nul. Je suis un peu fatigué. Vas-y, on va... En fait, c'est un vrai running gag, c'est qu'à chaque podcast, j'ai une voix différente. Et en fait, il n'y a pas vraiment un seul Corentin, on est plusieurs qui essayons d'imiter le Corentin original qui est mort il y a très longtemps, tué par Arnaud à coup de news non rémunérées. C'est ça. complètement. Non, si je prends l'accent du Nord, a priori, ça marche mieux. Tu vois, oui, effectivement. Il y a des zones du cerveau qui ne sont pas les mêmes. Donc ça... Est-ce que je fais tout le podcast avec l'accent du Nord ou pas ? Non, tu ne feras pas tout le podcast avec l'accent du Nord, parce que si tu le fais, alors moi, j'imite ta voix pendant tout le podcast. Bah vas-y. Un podcast sponsorisé par le père Fouras. Montre-moi. Alors, Corentin. Mais n'importe quoi. Alors, Corentin, qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui comme comics ? C'est mal de se moquer. Je ne me moque pas. Une extinction de voix. Je ne me moque pas, bah non, parce que moi je hurle pas, je sais pas ce que tu fais pour avoir des extinctions de voix, tu dois hurler à ton cinéma, tu fais projection. Oui, exactement. C'est ça qui se passe. J'appuie sur play sur VLC. Ça marche comme ça le cinéma. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est la crise. C'est pour ça que c'est la crise. Parce que j'ai vu dans le Figaro une interview où on disait quand même, bah à quoi ça sert d'avoir des projectionnistes ? Tout ce qu'ils savent faire, c'est appuyer sur play sur VLC, sur un grand écran. Oui, c'est n'importe quoi. Non, t'as un certain Thomasini, je crois. C'est ça. Qui veut rester anonyme. C'était Thomas plus loin Sini. C'est ça. Bizarre. Ouais. Pire journaliste cinéma des sphères culturelles. Qui apparemment hante un peu les bars sombres du 19e. Enfin, c'est pas trop. C'est ça, c'est bizarre. Légende urbaine un petit peu. Mais trêve de digression, on sait que vous appréciez ça et tout ça parce que ça fait vraiment. Ça vaut le coup. C'est le rendez-vous des potes. Ça, c'est ce qu'on appelle toujours. C'est vrai que la tagline officielle de First Print, c'est podcast comics de référence ou votre podcast comics préféré, comme je l'ai dit dans chaque intro. Alors qu'en vrai, c'est juste deux connards sur un canapé qui parlent de bande dessinée. Avec des bières. Et voilà, et ça rime. Bref, aujourd'hui, on va vous parler de quelques sorties de l'été et de la rentrée qui sont arrivées en VF. Et on va commencer par un éditeur dont on parle pas souvent, hélas, mais parce qu'ils n'ont pas non plus un rythme de publication ultra soutenu par rapport à d'autres maisons d'édition, mais qui ont vraiment l'intérêt d'avoir vraiment des sorties qui sortent un petit peu des sentiers battus, si vous me permettez cette expression. Donc, on va vous parler d'un titre Akileos, que l'on salue bien bas, donc une maison d'édition bordelaise qui nous a proposé pas mal de choses. Et aujourd'hui, on va vous parler de Bury the Lead. Donc c'est un one-shot, un roman graphique, grosso modo, qui est écrit par Gaby Dunn, qui a été journaliste aussi, et qui est illustré par Claire Rowe, qu'on a vu récemment chez DC Comics, je crois, sur du Batgirl ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est un thriller qui s'intéresse au milieu du journalisme. Corentin, est-ce que tu peux un peu nous raconter cette histoire ? De quoi ça parle, Bury the Lead ? Mais de quoi ça parle ? C'est juste l'histoire d'une stagiaire. Alors, vas-y, est-ce que tu vas le Ouais. refaire avec une vraie voix, C'est l'histoire d'une stagiaire. Mais je peux pas le pousser plus haut que ça, en fait. Allez, encouragez-le, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'une stagiaire. Ah, t'as vu ? Pas mal. Voilà. On va rester là-dessus. Allez, Non, vas-y. La voix de Patrick Sébastien, c'est parfait. Donc, c'est l'histoire d'une stagiaire en journalisme qui, donc, une jeune femme qui aimerait devenir journaliste d'investigation. Donc, quand on dit journalisme, on dit bien les gens qui vraiment réalisent de vraies enquêtes et ramènent des informations sur les meurtres, les scandales politiques, ce que ne fait pas BFM TV, par exemple. Ce que ne fait pas Comics Blog non plus, par exemple. Non, ça, on n'a jamais vraiment prétendu. Il y a peu de meurtres quand même et de scandales politiques dans le comics. Heureusement, quand même. Peut-être, je sais pas. Mais donc, un jour, une femme est accusée de meurtre, du meurtre de son enfant et de son mari. La jeune stagiaire va essayer de l'interviewer et inexplicablement, après avoir refusé à parler à tous les autres journalistes qui ont tenté de l'interroger, l'assassine, la criminelle potentielle, se confesse à la jeune stagiaire qui devient, entre guillemets, le porte-parole de cette théorie, c'est-à-dire est-ce que vraiment elle a tué son fils et son mari, est-ce que c'est une façon pour elle de se faire mousser et tout, qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de ce truc-là, qu'est-ce que ça dissimule, comment faire ce travail d'enquête et compagnie. Donc c'est un bouquin qui montre, entre guillemets, une version romancée de la vie du journaliste d'investigation, avec justement tous les codes qu'on voit souvent dans les films ou dans les séries télévisées qui traitent de cette profession-là. Donc, comment remonter à la source, qu'est-ce que la vérité, quelle version de la vérité rapporter, le travail d'une rédaction au quotidien avec
Et c'est là justement où ça devient un peu romantique, c'est qu'il y a vraiment ce côté, le vieil éditeur un peu bourru, à la Perry White, les jeunes enquêtrices justement qui ont lu les bons bouquins, etc., qui sont tous potes, qui se refilent des tips entre elles, etc. Bon, je ne sais pas quelle part de cette vérité, entre guillemets, d'entreprise existe encore aujourd'hui, mais c'est un bouquin, simplement, comme on le disait hors micro, qui traite justement du journalisme, ce qui est finalement assez rare. C'est vrai qu'à part Transmétropolitane, et puis ça c'est vieux, ça. C'est effectivement assez vieux, et c'est très particulier en plus. Et aide-moi, The Pulse. The Pulse, tout à fait, excellent podcast d'ailleurs aussi. Qui nous manque, mine de rien. Tout à fait. On a quand même peu de BD qui parlent un petit peu de ça. Alors, moi je trouve ça plutôt bien écrit, c'est assez intelligemment fait, c'est plutôt bien rythmé. J'ai un peu de mal avec l'héroïne que je trouve assez caricaturale dans ce côté, la jeune femme qui veut directement entrer dans le sérieux et le respect qu'on prête justement à ce corps de travailleurs. Mais c'est plutôt bien ficelé dans l'ensemble, les dessins sont assez jolis, ça convoque des ambiances justement un peu pulp, un petit peu à la The Pulse, en fait un petit peu à la Jessica Jones, avec beaucoup de violets, des trucs un peu sombres inspirés justement par le roman noir à l'ancienne, même si c'est plus joli, plus coloré. Il y a des petits accents de Hannibal aussi dans la relation entre... Non mais complètement. Enfin, parce que effectivement, donc cette jeune stagiaire qui s'appelle Madison, se précipite sur les lieux du crime pour tenter un peu d'avoir le scoop du siècle, et effectivement donc cette célébrité mondaine qui est accusée de meurtre en fait ne veut que lui parler, et il y a quand même beaucoup d'interactions entre les deux, où elle vient la voir dans sa cellule, où il y a un jeu vraiment de manipulation complète en fait, où ça s'intéresse à effectivement la question de la vérité, enfin de la vérité, celle que tu peux après coucher sur papier en fait, puisque le travail du journaliste c'est quand même d'exposer des faits, et dans la relation qui est entre les deux avec cette personne qui est très charismatique parce qu'aussi très célèbre, et la façon dont elle joue aussi, parce qu'elle sait très bien que Madison c'est une jeune recrue, elle est encore en train de faire ses armes, et donc tu as un jeu mi de manipulation, mi de séduction qui est vraiment, enfin je pense que l'inspiration directe c'est complètement Silence des agneaux. Oui, c'est Clarice Starling et Hannibal Lecter, effectivement. C'est certain. Avec justement aussi le côté, moi, la tueuse, je vais te donner des indications sur où est-ce que tu peux aller chercher si tu veux creuser en fait cette histoire. Ce qui est effectivement plutôt bien fait. Je trouve quand même qu'il y a des manques au niveau du rythme, notamment. Il y a des trucs qui se répètent, il y a des trucs qui sont pas assez poussés, notamment par rapport à la famille, je trouve, de l'héroïne. Mais voilà, c'est plutôt bien fichu, encore une fois. Il y a un vrai travail d'ambiance. Et puis ça pose la question assez intéressante justement de la place du rapporteur de l'info dans l'info, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va devenir entre guillemets l'histoire parce qu'elle rapporte la confession de la criminelle, ce qui est un truc qu'on voit quand même assez peu souvent justement, le côté un petit peu comme à l'ère moderne quand une femme justement fait état de sa situation de harcèlement, justement elle devient l'élément dont on va parler, alors qu'on devrait parler du harcèlement lui-même et pas justement seulement d'un cas individuel ou isolé, etc. Donc ça c'est plutôt bien fichu. La couverture est très jolie aussi d'ailleurs. Et comme effectivement, donc j'ai déjà dit, il y a quand même peu d'histoires qui traitent justement de la presse, de ce que ça veut dire justement de chercher la vérité, de se documenter, pas juste entre guillemets rapporter les fiches AFP ou traduire les news de Bleeding Cool. Donc voilà, c'est quand même plutôt un sujet intéressant qui est tenu de bonne haleine, même si je pense qu'il y a vraiment en fait une envie aussi d'oublier certains des tracas de la presse moderne. Ça parle un peu de la course au clic, ça parle un petit peu complètement, ouais, du sensationnalisme, la concurrence que se font les anciens médias, les nouveaux médias entre eux, le fait que maintenant tout va très vite parce qu'il suffit d'un tweet pour que c'est une info circule, etc. Mais quand même, il y a un truc qui, moi, je trouve parle trop peu du fait que les médias modernes ne ressemblent plus vraiment à cet imaginaire un peu à la Spotlight, le film, ou un peu justement comme toutes ces grandes œuvres qu'on a eues sur le journalisme qui mettent quand même vachement en avant le côté c'est un milieu où les gens ont des convictions, les gens ont des croyances, les gens ont des valeurs et une solidarité de caste entre guillemets. Parce que c'est un vrai, tu vois, c'est aux États-Unis, c'est un fantasme en fait. C'est pourquoi Clark Kent est journaliste, tu vois, parce que justement, c'est des gens qui étaient respectés à une époque, qui participaient à l'élévation intellectuelle du pays et tout. Là, on est encore un peu là-dedans, vraiment, t'as un Perry White, quoi, tu vois, littéralement. Oui, bien sûr. T'as le côté pareil, les grands écrivains qui façonnent un petit peu la pensée des jeunes, qui leur donnent envie après eux-mêmes de devenir rédacteurs et tout. Mais ce truc, c'est que ce Perry White, tout autant que ce soit une figure un petit peu paternaliste, n'est pas non plus la seule figure de proue en fait qui va mener l'enquête de Madison, parce qu'il y a une autre journaliste aussi qui est censé être vétéran dans le mythe, en tout cas bien installé,
Et c'est là aussi que ça aborde d'autres questions, on va dire plus de l'ordre privé, qui mêlent la vie privée et professionnelle et qui donne un angle de lecture aussi supplémentaire pour voir aussi les relations humaines en fait dans ce travail et comment en fait même les gens utilisent parfois leurs relations professionnelles pour aussi, ou même leurs relations privées pour influer sur le professionnel. Oui. Comme quand je te fais des avances et que tu n'y réponds pas. Exactement. Par exemple. Ne t'inquiète pas, tout est consigné dans un dossier que mon avocate que tu vas pouvoir envoyer à la police bientôt, effectivement. Merci Corentin de me soutenir de la sorte. Un autre truc aussi que j'avais envie d'aborder, c'était que même je trouvais que le titre était quand même assez intelligent dans ce qu'il avait à raconter au-delà de l'enquête policière, c'est que même le jeu de mots au niveau du titre, puisque Bury the Lead donc enterrer les preuves, sachant que le journal ça se passe à Boston, ça s'appelle The Boston Lead. Et voilà, j'avais juste envie de dire que je trouvais que c'était aussi un jeu de mots qui était intéressant à explorer aussi par rapport au fait que aussi la criminelle en fait brouille les pistes littéralement et que les preuves en fait doivent être déterrées et qu'il y a quand même jusqu'à la fin vraiment un jeu de l'autrice donc de nous emmener à savoir si est-ce que effectivement cette star a vraiment commis le meurtre ou pas, pourquoi elle l'aurait fait, et après il y a des implications politiques et tout ça qui viennent densifier l'intrigue, tu vois. Je trouve que c'était quand même un récit qui prend de la substance au fur et à mesure. Je pense que mon reproche principal, c'est plus qu'en fait ce serait un bon téléfilm, on va dire, plus que justement un chef-d'œuvre sur le thème du journalisme, parce qu'on voit quand même que ça manque un peu d'idées originales à soi, tu vois. Après, en 120 pages avec elle, que tu peux pas non plus tout développer. Et bien sûr, moi je dis pas le contraire. C'est juste, tu veux, voilà, je pense qu'à la limite, c'est plus une cure de complément si vous avez déjà lu Transmet et The Pulse, ou bien si justement ce thème-là vous intéresse. Mais il y a des vraies questions intéressantes à poser au présent, justement, à cette thématique-là. Bury the Lead fait un bon travail, on va dire, pour restituer quelques-unes des conceptions modernes par rapport à la presse, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin quelque part. Moi, ce que je lui reprocherais serait justement de ne pas être cette BD de journalisme que j'attends depuis très longtemps, qui enfin mettrait un peu à jour toutes les thématiques soulevées dans Transmétropolitain. Mais peut-on reprocher à une BD de ne pas être ce que tu attends? C'est pour ça que je précisais que c'était très personnel. Très bien. Donc en tout cas, ça s'appelle Bury the Lead et alors à titre personnel, moi je vous le recommande vraiment. Je trouve que c'était vraiment une très bonne surprise. C'est sorti en plus il y a au final assez longtemps. C'est vrai que c'est sorti en mai 2021, donc on s'y attarde avec un petit peu de retard, mais si on a choisi de le faire figurer dans les back issues, c'est parce qu'on avait quand même aussi envie d'en parler et de rattirer l'attention sur Achilleos, qui a quand même des choix, je trouve, assez pertinents dans toute la production de comics indépendants en France. D'ailleurs, on va parler d'un mec qui bosse beaucoup avec Achilleos, qui est beaucoup édité chez Achilleos ensuite. Tout à fait. Calbard. Yes. Mais du coup, oui, mais on en parle plus tard. Bah oui. Pas juste après. Oui, je voulais dire après. D'accord, ok, parce que j'avais compris que tu voulais faire la transition. D'accord. J'ai vu ce que tu cherchais. Ne me coupe pas dans mon conducteur, Corentin, s'il te plaît. C'est pas parce que tu as une voix cassée que je vais te laisser passer tout. Mon avocate parlera de ça aussi. toutes tes excentricités. Harcèlement, voilà, ça c'est un truc de ouf. Donc c'est disponible chez Achilleos au prix de 18 €. L'occasion pour nous de vous rappeler que si vous passez sur les petits liens qui sont dans les descriptions de nos podcasts, ça vous permet de passer commande chez nos amis de Lyon à Comics Zone et ça vous permet de soutenir une boutique indépendante de qualité et aussi un podcast indépendant également de qualité. Ensuite, on passe du côté... Alors, Corentin rigole. On n'expliquera pas pourquoi. Du coup, non, parce que c'est très peu intéressant. Oui, c'est pas très intéressant. Mais du coup, on va continuer toujours dans les indés parce qu'en fait, voilà, ce numéro, c'est du Back Issues VF indé complètement. Il y aura pas de super-héros. Et non, pas cette fois-là. Avec Bleed Them. Il y aura des ninjas vampires. Voilà, il y aura des ninjas vampires et du cyberpunk avec Bleed Them Dry, un titre qui est sorti fin août chez iComics. Donc, d'ailleurs, le dessinateur. Dyke Ruan était en tournée de dédicace il n'y a pas si longtemps que ça dans nos contrées françaises. C'est écrit par Elliot Rahal, c'est sur une idée d'un monsieur dont le nom est Koizumi et donc c'est du cyberpunk avec des ninjas et des vampires, Corentin. Tout à fait, c'est ça. Peux-tu développer? Donc c'est dans une société futuriste à bord d'une civilisation / d'une ville mégalopole qui s'appelle Asylum, enfin l'asile. Ça se passe en 3333. Ouais, plutôt même le refuge en fait. Enfin, Asylum au sens justement du droit d'asile, comme on dit, voilà ça, ouais, du refuge. Donc en fait, dans un monde où les vampires existent, côtoient les humains au quotidien, où il y a même des sous-couches, on va dire, il y a les vampires de race pure, donc les premiers vampires qui sont nés, qui sont les vampires originels les plus vieux. Il y a les newborns qui sont des humains qui sont convertis, et il y a les bâtards qui sont justement une sorte de croisement, qui sont des vampires qui n'ont pas été totalement convertis.
Voilà, donc tout ce petit monde vit tranquillement au milieu des humains, puisque, comme dans True Blood, on a inventé une façon de créer du sang synthétique qui fait que les vampires ne posent plus de danger à la population. Et ça, c'est ce que l'on croit. Et ce concept-là, évidemment, est forcément factice, puisque on voit aussi que les vampires, en fait, représentent toujours, comme dans beaucoup d'œuvres de fiction, un côté un petit peu aristocratique, un petit peu imposant, dominant, ouais. voilà, et que évidemment, ces gens-là généralement cachent un petit peu les secrets à l'ombre de la gouvernance mondiale, etc. Donc, on va suivre un duo de flics, parmi lesquels justement un vampire et une femme, qui vont se mettre sur la piste d'un éventuel tueur de vampires, un mec qui passe de vampire en vampire pour les aiguiller. Bon, partant de là, il y a beaucoup ensuite de twists, de révélations, de machins et bidules et machins. Donc on va pas tout vous dire. Mais grosso modo, voilà, c'est vraiment une sorte de croisement un peu hasardeux entre True Blood, Deus Ex et Final Fantasy VII, on va dire. Pas forcément sur le plan des qualités, mais plus sur le plan de l'imaginaire et de ce que ça essaie de convoquer. C'est-à-dire qu'évidemment, là, en écoutant probablement ce que je vous ai décrit, vous vous êtes sûrement dit, dis donc, c'est un peu bizarre quand même, parce que c'est à la fois un cop movie avec vraiment un duo, voilà, comme on pouvait imaginer justement les cop movies dans les années 80, avec un côté un peu Watchmen, en mode il y a un tueur qui s'attaque spécifiquement à des gens à pouvoir et tout, avec un côté cyberpunk qui forcément évoque toujours. Le cyberpunk, c'est un truc qu'on utilise pour parler aussi justement des problèmes du futur, avec le racisme envers les clones, envers les robots, penser à iRobot, penser à Blade Runner et tout. Et à côté de ça, effectivement, les vampires qui se rajoutent et qui sont pas un truc qu'on a l'habitude de voir beaucoup en science-fiction, c'est plutôt un truc qui renvoie au fantastique, au surnaturel, etc., et pas forcément au futurisme. Donc, ça a l'air un petit peu bizarre comme mashup, et c'est bizarre comme mashup, en fait. C'est que c'est un projet qui a du mal à trouver sa voie, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas abouti. Il y a plein d'idées qui sont jetées comme ça, plein d'explications, d'éléments de narratifs, de background qui vont pas être réutilisés ensuite, qui sont juste là une fois pour justifier pourquoi tel personnage fait ce qu'il fait, et ensuite la finalité, grosso modo, n'est plus là. Pour moi, le problème, c'est que j'ai cette histoire-là, c'est qu'elle ne raconte pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que c'est un univers que tu vois se développer, tu vois des personnages apparaître, disparaître, etc. Mais il n'y a pas un propos. Tu vois, il ne raconte pas grand-chose, en fait. Ça raconte juste ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que les vampires sont une très vieille espèce qui, dans l'imaginaire collectif, représente justement un côté aristocratique qui se mêle avec, dans le futur forcément, une envie de dominer, une envie des puissants de dominer le peuple. Bon, très bien. Derrière ça, le vilain, on sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il veut. L'héroïne, on la perd de vue assez vite à cause du maillage de personnages, et même elle n'a pas grand-chose de très intéressant à dire. Le troisième personnage principal, dont je vais pas trop parler, pareil, c'est juste, lui, il est très, très dirigé, c'est-à-dire qu'il a une mission, point, c'est tout. Donc c'est assez joli à regarder, c'est un univers graphique plutôt bien inspiré, qui a pris les bons éléments aux bons endroits. Je pense que c'est plus documenté et plus riche que ça ne devrait être pour une histoire aussi simple, en fait. Ce qui tendrait à dire que, comme tu l'as dit, comme c'est basé sur une idée originale, il y a peut-être l'envie, en fait, d'en faire quelque chose d'autre en dehors du monde des BD. Ouais, en fait, ça, c'est parce que effectivement, c'est donc Hiroshi Kozumi qui est le créateur, en fait, de la série, dans le sens où c'est lui qui a proposé l'idée, le pitch, l'univers. Et après, en fait, cette personne a délégué donc à Elliot Rahal et Dyke Rowan de développer ça en bande dessinée. Et c'est vraiment... Après, c'est l'idée... Le truc, c'est que votre comics, en fait, quand tu regardes vraiment les crédits, tout ça fonctionne souvent comme ça. Il y a souvent, en fait, soit une question de créateur qui se trouve être une personne à part du scénariste et de l'artiste, et aussi même en fait je crois que c'est notamment le nom de Tim Daniels qui revient très souvent, il était sur The Plot et tout ça en fait, ou qui est le designer en fait, où ils ont une personne en fait qui fait des j'ai l'impression qu'il est là pour créer l'univers, ouais c'est ça, pour faire des bibles en fait, et qu'ensuite il laisse juste une équipe créative développer la chose. Et moi c'est vraiment l'impression que ça m'a donné avec Blitz and Drive, c'est de me dire en fait je suis pas forcément en train de lire une création originale par un artiste et un scénariste qui avait envie de raconter quelque chose, mais par contre je vois en fait des employés qui ont juste transformé en fait un pitch ou une note de synthèse, je sais pas, tu vois, vraiment juste un truc pour raconter une histoire, et c'est là en fait que le bas blesse, dans le sens où le bas blesse, c'est que le bas ouais non ouais bof pas terrible, pas terrible. Content de moi. Non, mais mes blagues nulles sont plus nulles du coup. Je suis content de moi quand même. C'est vrai. Bah t'as bien raison d'être content de toi. Je suis mon premier public. Effectivement. Non mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est là où il y a le problème, c'est de se dire en fait, vu que c'est juste un univers ou juste des idées qui sont conçues, effectivement, après, si on te dit juste, vas-y, construis une histoire là-dedans,
si c'est pas le scénariste qui avait l'idée au départ et qu'il essaie juste en fait de décliner quelque chose qu'on lui a proposé, dans quelle mesure en fait est capable de raconter quelque chose avec en plus un sens derrière. En fait, ça me fait penser à... Tu te souviens de ce jeu Remember Me? J'ai toujours pas fini, ouais, bien sûr. C'est Dontnod, ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait une vraie différence qui avait été faite entre ce qui avait été créé par Damasio et Alexis Briclot, qui avaient participé à la création de l'univers, et par les scénaristes concrets du jeu, qui n'étaient pas justement ces gens-là, qui étaient beaucoup plus faibles, beaucoup plus hollywoodiens, qui savaient pas trop quoi dire en fait. Alors après, le jeu au niveau du gameplay était sympathique, et c'était un univers qui était vraiment très beau à regarder, mais il y avait vraiment justement un différentiel entre ce qui avait été posé comme bonne trouvaille pour justement parler de futurisme par des gens qui connaissent et l'exécution concrète, c'est-à-dire le narratif. Parce qu'une histoire, ça va quand même te raconter un truc. C'est pas juste là pour te divertir à coup de regarde, il y a des vampires robots maintenant, c'est trop cool. Non mais je m'en fous qu'il y ait des vampires robots. Enfin, pas besoin qu'il y ait des vampires robots pour que l'histoire soit particulièrement saisissante. En revanche, il faudrait que tu m'expliques pourquoi tu as voulu faire de ça avec des vampires. Qu'est-ce que le vampire va amener dans un monde de science-fiction? Parce que finalement... ça pourrait aussi bien être des ghouls ou des loups-garous ou juste, je ne sais pas, n'importe quelle espèce alien, tu vois, ça serait pareil. Enfin, grosso modo, on t'explique juste qu'il y a des créatures qui sont très puissantes. Il se trouve que c'est des vampires. Derrière, ce que ça te raconte, bah, rien. Et c'est un peu le souci, mais même en fait, il y a des erreurs que je trouve un peu étonnantes de la part de Rahal. C'est-à-dire que tu sens effectivement qu'il est pas là, lui, pour assouvir une histoire personnelle. C'est que le numéro 1 est plutôt bien exécuté. Le numéro 2, tu sens que ça commence un peu en mode, tiens, un personnage de plus, tiens, un subplot de plus qu'ils n'auront pas le temps de régler. Et dès le numéro 3, qui est du coup narré, alors ça commence par une narration de l'héroïne, son nom va pas me revenir, où justement elle résume la situation, et avec une sorte de second degré bizarre, elle-même elle dit genre ouais, maintenant il y a des ninjas vampires, c'est trop chelou, ah puis lui c'était mon pote, mais en même temps plus maintenant et tout. Et t'as vraiment l'impression qu'en fait même eux ils sont en mode, bon il faut en fait qu'on rappelle à chaque fois l'histoire parce que les gens vont être paumés sinon, et ils le font plusieurs fois. Ouais. Après elle réexplique ça à la nana. Harper Holloway. Harper Holloway. Après elle réexplique ça à la nana quand elle va chez elle. Et en fait ils font tout le temps ce truc là de résumer. Et du coup on t'a raconté l'histoire qui se passe sous tes yeux, mais t'as rien vécu derrière. Enfin, y a pas de scénario quoi. Il y a juste de la belle baston. Donc les influences pour FF7, c'est que vous avez justement l'aile mécanique et l'aile organique, qui est un truc que vous avez probablement déjà croisé dans le jeu vidéo. Et vous avez la scène finale qui, je pense, est un renvoi à la première apparition de Sephiroth de l'épée de Sephiroth dans FF7, puisque le vilain, renvoie un peu à cette espèce d'esthétique à la... je crois que c'est Amano son nom, Yoshtaka Amano. Je n'ai jamais joué à Final Fantasy. Donc... Ou Nomura, non pas, c'est Nomura, pardon. C'est un petit peu ce même délire-là, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction assez élégante, avec beaucoup de couleurs, enfin beaucoup de violet, beaucoup de rose, beaucoup de bleu. Après Cyberpunk, dans l'esthétique un peu fluo aussi, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, mais il y a des différents types de Cyberpunk. Tu vois, il y a un truc un peu plus crade. Là, c'est très fluo. Puis là, c'est vraiment aussi très. Voilà, c'est le bal de l'impératrice, tu vois. Tout le monde est plutôt bien élégant, costume, cravate et tout. T'as même un hommage à Hopper à un moment donné quand ils sont au bar, et t'as vraiment la même scène, tu sais, du diner de Hopper, mais vu en version futuriste et tout. Donc, c'est plus documenté, intelligent que ça n'y paraît un premier abord. Par contre, clairement, dans un jeu vidéo, ça aurait probablement fait le taf. Dans un film Netflix pourri, ça aurait fait le taf aussi. Mais en BD, c'est juste joli et pas mémorable. Voilà, donc c'est que c'est plutôt agréable à regarder, mais que t'en demandes un peu plus dans le contenu de ce qui est raconté. Mais par contre, justement, le fait que tu abordes du jeu vidéo du Netflix, c'est que en plus, vraiment, ce principe d'avoir un créateur et après une équipe créative déléguée pour raconter le truc me fait vraiment penser que, contrairement à d'autres titres sortis chez Vought, là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment un produit en fait qui est à la Miller World, en fait, qui est pensé en fait pour être très rapidement racheté, en tout cas par ses droits, pour être décliné en film ou en série ou quelque chose d'autre. Sachant qu'en plus, Miller World, là, ils vont faire des super-héros vampires luchadors bientôt. Donc, ils ont pris le créneau. Tu vois. Netflix, il manque plus que le Cyberpunk et c'est fini. Mais voilà. Après, ça n'empêchera pas aux gens qui kiffent ce genre d'univers d'apprécier la lecture, mais c'est vrai que notre ressenti, pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on se dit aussi en off, c'est que parfois, sans même se consulter avec l'ami Corentin, en fait, on arrive on est d'accord sur pas mal de choses. Enfin, on a un avis qu'on arrive à se partager. Corentin est plus sévère en général, puisque c'est son rôle aussi dans le podcast. C'est sûr. Moi, je suis plus sympa. Voilà, c'est pour ça que je suis sympa, tout simplement. Bah oui, t'es un ange.
Exactement, avec une aile organique et une aile mécanique, du coup, comme dans Final Fantasy. Quelle blague incroyable. Ah là là, on est sur de l'humour. Lequel de Final Fantasy? Je sais pas, j'ai jamais joué. T'as jamais joué à aucun? À 0. What? Même pas Tactics? Non. Ah si, j'ai fait Tactics Advance. C'est incroyable. Non, l'Advance, non, le vrai Tactics. The War of the Lions. Non, moi j'ai fait Final Fantasy Tactics Advance. Par contre, j'ai passé beaucoup d'heures. C'était très chronophage. Et donc voilà, donc ça c'est Bleed Them Dry. Donc si ça vous intéresse malgré tout, parce que vous avez envie de vous faire votre propre avis, parce que vous avez un king sur les ninjas vampires, c'est exactement. Chacun son juste que vous avez envie de prouver que vous avez meilleur goût que les deux connards sur un canapé de First Print. Vous avez beaucoup de fric. C'est donc disponible chez iComics pour la somme de 17,90 €. On passe à la suite sans aucune transition, très chère Corentin. On va parler de deux sœurs. Et on va parler de monstres et de monstres géants, un petit peu de dinosaures. On va parler de post-apocalypse et on va parler de Chris Samnee et Laura Samnee. Donc forcément, on parle de quoi ? Jonah and the Impossible Monsters ou Jonah en VF. Voilà, Jonah en VF qui est sorti chez l'éditeur 404 Comics, donc qui continue de diversifier complètement ses horizons de publication, puisque ça avait commencé avec Big Girls et Dunce. Puis on avait eu la Fleur de la sorcière. Oui. Et on avait parlé. Exactement, on avait parlé de tout. Enfin, je crois que juste que Dunce, on l'a pas abordé, mais parce que Dunce, ouais. Voilà. Et du coup, non, mais moi, je suis pas. Non, pas que c'est pas bien, c'est juste que nous, on n'est pas dans cette culture-là. On n'a pas accroché avec, et du coup, on préférait vous parler de Jonah, tout simplement, qui est donc le premier titre vraiment creator-owned de Chris Samnee. Une histoire qu'il a faite donc avec sa compagne, une histoire qu'il dit en interview qu'il a écrite vraiment en pensant à leur gamine. Ils ont 3 filles justement. Et donc de quoi ça parle, Jonah, très cher Corentin? Encore une fois, non, une société futuriste, pardon. C'est rigolo d'ailleurs. C'est pas cyberpunk pour le coup. Non, pas du tout. Non, c'est plus post-monde au sens où justement des monstres sont apparus, des monstres géants comme souvent. À la Pacific Rim, et ils ont rasé la Terre et l'humanité. Les quelques fragments d'humains qui restent vivent dans des sociétés, on va dire, dépouillées de toute technologie, à part quelques formes de mécanique, de mécanisme, de technologie mécanique qui restent. C'est des villages, c'est des voyageurs, des baroudeurs, des chasseurs, etc. Dans ce monde-là, un père, justement, avec sa fille Rainbow, vont un jour croiser la route d'une petite sauvage, vraiment une sorte de croisement entre Sangoku et Fifi Brin-d'Acier, on va dire, ou Tarzan et Benoît Bricefer. Mon spectre de référence est infini. C'est vrai que c'est tellement Benoît Bricefer en fait. Oui, bien sûr. Qui est une petite nana trop mignonne qui a des petits problèmes pour s'exprimer parce que elle est un peu bébête, mais elle est très très forte, elle est très très jeune. C'est pas qu'elle est bébête, c'est qu'elle a été très très rapidement en fait isolée du reste des contacts humains et que du coup dans sa façon de s'exprimer forcément c'est plus un côté un peu animalier à la Tarzan justement. Voilà, Tarzan. Ouais. Et donc le papa qui est très aimant et qui aime avoir des filles manifestement va l'élever comme si c'était son enfant. Avec la grande sœur, et puis un jour le papa va se faire enlever par les monstres et les 2 filles vont en fait se séparer à ce moment-là. Donc au début du volume, Rainbow essaye de trouver sa petite sœur Jonah qui est retournée à l'état sauvage, on va dire. Voilà, à l'état sauvage. Elles vont se retrouver, faire un bout de chemin ensemble pour trouver leur papa, et c'est la fin du tome 1 après quelques rencontres avec une autre communauté, des vilains gentils et des monstres par-ci par-là. Donc c'est plutôt cool. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très joli. Chris Samnee, évidemment, n'est pas la moitié d'un dessinateur. Il s'en sort très bien, justement, dans la rythmique pour donner à cette histoire qui est quand même assez avare en dialogue. C'est que ça parle très peu. Laura Samnee qui écrit les textes, mais vraiment au moins 3 ou 4 numéros avant de vraiment faire interagir des humains pendant plus de 5 ou 6 cases. Le reste du temps, c'est beaucoup des cases avec juste une bulle de dialogue et tout. Donc lui, si tu veux, il est là pour rythmer tout ça et pour donner du corps à l'amour de ces 2 sœurs. Et on voit effectivement le père qui s'inspire de ces 2 filles, puisque il y a des numéros entiers où il va même pas se passer grand chose. On va juste les voir toutes les 2 interagir avec des séquences de flashback qui nous rappellent, et difficilement timées d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des moments où Jaurès parle et puis d'un coup, clac, flashback dans la gueule. Et bon, après, comme c'est assez mignon, assez sincère, on voit justement l'amour débordant de 2 parents pour leurs enfants et qui voulaient justement tout axer là-dessus. Par contre, ça fait très BD jeunesse, du coup. Cette économie de moyens dans les dialogues et
la simplicité générale du propos font qu'en fait, c'est surtout les très beaux dessins et l'aspect vraiment, oui, très vrai, on va dire, de cette histoire-là qui fait que tu t'investis dedans. Parce qu'en 6 numéros, finalement, t'as quand même pas appris grand-chose sur ce monde-là, pas vu beaucoup de personnages. Par contre, t'as vécu une petite aventure assez mignonne et il y a un vrai parallèle à tirer avec Goku, en tout cas le Son Goku enfant qui voyageait avec Bulma au début. On pourrait dire que Bulma, c'est un peu Rainbow, mais en gentil. Enfin, pardon, Rainbow, c'est un peu Bulma en gentil, et Jonas, c'est un peu Goku, mais un peu moins bavard. Parce que vraiment, elle est très forte, et c'est une petite nénette qui peut vraiment mettre des patates à des dinosaures et tout. Ouais, ça, c'est avec un point. Oui, Un bien point, sûr. elle te met KO des monstres. Donc, c'est quand même, tout à fait. c'est quand même très jouissif, je veux dire, en termes de. Enfin, c'est pas One Punch Man, du coup, c'est One Punch Girl, quoi. Mais il y a vraiment, enfin, cette façon de représenter l'action qui est ultra dynamique et vivifiante, tu vois. Oui, tout à fait. Mais il y a un côté marsupilami, un peu, je trouve. Avec le côté, tu sais, c'est la. C'est pas consisté. Déjà, je suis quasiment sûr, enfin, j'en sais rien. Mais il faudrait voir si Chris Samney a déjà lu Benoît Bricefer ou le Marsupilami pour voir s'il aurait pu avoir une inspiration plus ou moins consciente du truc. D'ailleurs, pour ceux qui voient pas le ça pourrait être très marrant de lui montrer. Créature dans la BD Spirou qui est très forte, mais qui est toute petite et trop mignonne. Qui fait Ouba Ouba. Qui fait Ouba Ouba et qui a une queue démesurée, comme Arnaud, et qui pète des gueules. C'est cadeau, bébé. Et qui pète la gueule de monstres beaucoup plus gros que lui et souvent un peu tarés. Voilà, donc c'était un petit peu le parallèle à tirer, on va dire. Il va pas s'en remettre. C'est tellement gratuit. Je peux pas rire. C'est gratuit, c'est gratuit. Je peux pas rire. Donc, oh mon Dieu, mon rire, que m'est-il arrivé. Donc du coup, voilà, c'est très joli. Moi, vraiment, c'est ça. Je trouve que c'est une histoire très sympathique. C'est quand même l'argument principal, c'est quand même la mise en page, enfin le découpage de Chris Samney. C'est vrai que même l'ouverture hein, du bouquin, donc le bouquin comprend les 4 premiers numéros et la suite a déjà été annoncée, il y aura un tome 2 et tout ça, donc ça, et c'est normal vu l'intrigue, vu ce qui est raconté. Mais c'est vrai que même le premier numéro se lit très rapidement aussi parce que ça commence par un ensemble de pages muettes où c'est juste de l'exploration, de la découverte d'univers, et par le dessin, par le détail, par la façon dont il t'emmène en fait à suivre le personnage qui vagabonde entre les cases et sur les planches. En fait, t'as une immersion en fait qui est assez immédiate, qui est assez ouf quand même. C'est vrai que j'ai oublié de le signaler, mais il utilise beaucoup la technique du mouvement dans la case. C'est-à-dire, c'est un truc où grosso modo vous avez probablement dû déjà voir ça dans les cases de baston de David Hara, de Tom King, etc., ou de Mike Del Mundo, où vous avez une case qui représente un grand ensemble géographique, de placement des personnages dans l'espace, voilà, spatial, et vous avez avoir le même personnage qui va évoluer justement au sein de cette case pour signifier justement un mouvement, une évolution du temps, une séquence, entre guillemets, vraiment littéralement une séquence. Ouais. Et Samney fait beaucoup ça, il le fait une fois par numéro ou deux au début. Bah, il s'amuse, hein. Je pense qu'il s'amuse, enfin qu'il se fait plaisir vraiment, parce qu'il a toute la place en fait, vu que c'est son créateur own, il a vraiment toute la place de faire ce qu'il a envie de faire. Et au niveau des couleurs aussi, je sais pas qui fait la colo, mais c'est vraiment super chatoyant, c'est très léger, c'est ce qui appuie ce côté de la BD jeunesse, qui à mon avis était la consigne qu'ils se sont donnée, parce que Samney, il a travaillé avec Mark Waid, il a travaillé avec des grands scénaristes. Je pense qu'il est au courant de ce qu'est un scénariste de jeunesse et de ce qu'est un scénariste plus épais. C'est Matthew Wilson qui fait les couleurs. Très bonne couleur de Matthew Wilson. Donc à mon avis, il a voulu se faire cette espèce de côté un peu film à la DreamWorks, un petit peu aventure de deux sœurs trop mimi dans un monde avec plein de bestioles incroyables et tout. Et en définitive, proposer justement de transmettre ça à d'autres parents comme eux, comme lui et Laura Samney, pour si d'autres gens se reconnaissent dans ce côté c'est quoi avoir deux filles, une qui est un peu grande et qui est très douce mais un peu autoritaire, et l'autre qui est un peu plus vas-y on va se bagarrer, viens la bagarre papa. Et à mon avis c'est un petit peu ça le projet. Donc on pourra faire des reproches à l'écriture de Laura Samney, je trouve, qui parfois time mal ses dialogues ou quoi, mais sinon ça reste très beau, et je pense que ça marche un peu mieux à mon sens que Firepower, si vous voulez lire du Chris Samney qui se fait plaisir. Parce que Firepower, c'est étriqué justement dans le scénario de Robert Kirkman, qui veut absolument créer son univers avec les placements et tout. Que là, pour le coup, comme entre guillemets l'univers se développe presque au jour le jour, enfin, c'est limite, il y a presque rien introduit. Non, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas en fait, tu sais, cette phase d'exposition en fait, où on t'explique pas, c'est vraiment. C'est du voyage en fait, c'est-à-dire que tu découvres l'univers en même temps que t'es protagoniste presque. Alors, techniquement,
dans la diégèse, j'ai envie de dire que les protagonistes savent dans quel monde elles vivent, pardon. Mais toi, en tant que lecteur, tu découvres vraiment petit à petit cet univers au fil des pages, et il n'y a pas une phase, tu sais, d'exposition de 10 pages pour tout expliquer, et après t'as la démonstration. Non, c'est vraiment, en fait, t'évolues, tu voyages et tu découvres, comme quand tu pars en voyage aussi dans la vraie vie, quoi. Et ça, c'est la qualité justement de ce défaut de pas vouloir trop en mettre au niveau du texte, c'est que quelque part, ça laisse la place à l'artiste de raconter ce qu'il veut raconter, justement seulement avec du dessin, et de s'exprimer seulement avec le dessin. Et quand on est un mec aussi talentueux, Chris Samney, on est content. Ouais, voilà. Tout simplement. J'ai envie de dire. Donc, c'est disponible aux éditions à 404 Comics, et quand même faire un petit point juste, pour apprécier la démarche tarifaire de l'éditeur, parce que c'est 14,95 €, donc c'est très peu par rapport au prix du marché. Vous avez vu avec les précédents albums qu'on a chroniqués, où on est quand même toujours en général sur du 18 € en général, enfin c'est entre 16 et 18 € très très souvent, donc pour du cartonné. Donc là on est à 14,95 €. En plus, le premier tirage dispose en fait d'une jaquette qui sert aussi de poster, qui est franchement très jolie. Enfin voilà, on sait que Nicolas Beaujoin de 404 Comics, et vous aviez pu l'entendre dans notre podcast Super Friends, c'est un nerd de la fab, vraiment. Donc à chaque fois il essaie de jouer sur la fab, sur le bouquin, sur comment un petit peu varier les plaisirs. Et c'est vraiment à chaque fois, moi quand je vois les 4 bouquins 404 dans la bibliothèque et tout, tu vois vraiment en fait qu'il y a eu à chaque fois un travail vraiment très spécifique fait pour chacun des bouquins. Et donc ça peut être un argument aussi pour vous inciter à vous procurer le bouquin. En tout cas, Jonah, jolie petite nouvelle entrée chez 404 en attendant Automnal qui arrive le mois prochain. Et celui-là, Corentin et moi, on est vraiment très très chaud. Je suis encore plus chaud pour le truc des catacombes. Ouais, mais ça ouais, faut encore. Ça serait que c'est une décret, en plus, une créa de 404. Oui, c'est pour ça. Et du coup, Corentin, j'ai envie de te dire un truc là. Vas-y, dis-moi tout. Ah, tu pues la mort. Ah putain, merde, désolé. Mais non, je n'insulte pas en direct Corentin, c'est simplement le titre du prochain album. Tu m'as bien eu, dis donc. Complètement. Du prochain album que nous allons. Ils sont en train de se dire, il m'a fait peur, dis donc, j'ai cru vraiment qu'il insultait Corentin. C'est ça. Oh là là. Ce serait vraiment pas très sympa. J'avais rien vu venir. C'est ça. Il est fort. Le twist incroyable. Alors, mieux qu'un twist de série Netflix pété, Tu pues la mort, c'est tout simplement le titre du spin-off de The Umbrella Academy qui est sorti assez récemment chez Delcourt. C'était à la fin du mois. De la préquelle, en quelque sorte. La préquelle aussi, mais après c'est un spin-off dans le fait, mais qui temporellement, effectivement, se retrouve être dans une forme de préquelle. Donc, ça s'appelle donc Tu pues la mort. J'ai encore envie de le dire. Les contes de la Umbrella Academy en VO, c'était Tales from the Umbrella Academy. You look like death. You look like death. Du coup, est-ce qu'on peut du coup s'interrompre 2 secondes pour parler de ça? Ouais. Je comprends très bien pourquoi ils ont choisi ce titre, parce qu'effectivement, You look like death, donc tu ressembles à rien, entre guillemets, c'est ce que ça voudrait dire, et en même temps tu ressembles à la mort. En France, on a Tu pues la mort, effectivement, donc c'est-à-dire que tu pues, et en même temps, du coup, tu pues la mort, c'est-à-dire que du coup, la mort t'entoure, tu vois, donc le jeu de mots est bien retranscrit, mais je trouve ça très peu agréable à l'oreille. Tu pues la mort, c'est quand tu l'as mis dans le programme, je me suis dit, il y a une BD qui s'appelle Tu pues la mort, et donc j'ai cherché, je dis ils ont dit ça comme ça, je trouvais ça. C'est un choix. C'est à la fois intelligent et un peu hasardeux, je trouve. C'est vrai que quand on dit lisez un bouquin qui s'appelle Tu pues la mort, c'est un peu marketingment parlant, c'est peut-être un petit peu difficile. C'est un peu Marion Montaigne, tu vois, tu mourras moins bête. Tu vois, ouais, sauf que d'ailleurs, c'est très bien que tu mentionnes Tu mourras moins bête, puisqu'il y a un podcast avec Marion Montaigne qui arrive très bientôt sur First Print. Il est incroyable. Il est trop fort. Tu devrais être mon marketeur, Corentin, si seulement. Mais donc, pour là, en l'occurrence, résumer le scénario, c'est l'histoire de The Séance. Tout à fait. Le numéro 4. Le 4e fils de la famille Hargraves, qui est donc celui qui a la capacité de parler aux morts, qui va se faire foutre à la porte du domicile familial parce que Hargraves en a un peu marre de le voir se défoncer à coups de drogue très durs et de mettre l'équipe en péril avec ses comportements un peu erratiques. Donc Séance va essayer de s'en sortir tout seul. À Hollywood, effectivement, il part pour Hollywood. Il va être un peu le toy boy et l'outil d'une actrice un peu âgée sur le déclin. En parallèle de quoi, un criminel baptisé, alors en anglais c'est Dust Shivers,
Comment ils l'ont traduit en français, ça? J'ai pas l'album sur. Les frissons. Les frissons. Non, je sais plus. Mais du coup, bon, voilà, c'est un criminel qui est un singe, parce que dans le monde d'Umbrella Academy, Hargreaves a affranchi les singes en leur donnant l'intelligence humaine. Et c'est aussi un vampire, puisqu'il y a des vampires dans l'univers d'Umbrella Academy. Et c'est aussi un boss mafieux. Du coup, il y a un peu un côté Blitzenbray, quelque part, mais en mieux. Parce que là, en plus, c'est un singe. En plus d'être un vampire et un mafieux, c'est un singe aussi. Donc, quelque part, c'est beaucoup mieux, forcément. Qui lui, justement, court après The Séance parce qu'il veut parler avec sa femme récemment décédée. Voilà. Donc, ça a vraiment la gueule d'une BD à la Michael Red. Ça a vraiment la gueule de Ecstatix ou de Madman ou de X-Ray Robot ou Bug Adventures of Forager, au sens où c'est vraiment psychédélique. Pas seulement pour la frime, mais parce que le mec qui a écrit ça est psychédélique. Et qu'il avait envie en fait de s'accorder à l'esprit un peu fou et à la psychologie de The Séance, qui est un drogué. Donc quelque part c'est la porte ouverte justement à des très belles scènes de défonce entre guillemets, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, effectivement la drogue dans les arts picturaux, ça c'est souvent un petit peu l'occasion de quelques séquences un petit peu de flex de l'imagination et tout. Michael Red est très fort pour ça d'ailleurs. Donc là évidemment on n'a pas de séquence où vraiment le mec juste se prend un rail et part ailleurs. Mais la BD est à ses couleurs, un petit peu comme la BD Légion qui avait été faite il y a quelques années sur David Haller, qui était pareil, un truc un petit peu taré, puisque la psyché du personnage représente un petit peu le ton de l'orientation créative qui a été donnée. Donc là, on a un Séance qui devient un petit peu une sorte de script doctor à Hollywood, puisque comme en fait il peut convoquer l'esprit des morts, bah, il va pouvoir en soirée briller en invoquant le fantôme de Fred Astaire ou de Charlie Chaplin et faire des danses incroyables. Après, l'actrice va essayer de s'emparer de ses pouvoirs pour invoquer d'autres grandes actrices qui, avant elle, jouaient beaucoup mieux et récupéraient leur talent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des rixes entre justement les mafieux vampires qui voient apparaître Dash Shivers qui vient à Hollywood marcher sur leur plate-bande et donc qui récupère un terrain, qui va en faire un parc d'attractions pour vampires, mais vraiment des vampires ultra caricaturaux, vraiment à la Kyle Starks. Et on arrive justement là-dessus sur un truc ultra absurde. Il y a beaucoup de séquences de dialogue qui ont aucun sens en fait. Hein. C'est des dialogues qui vraiment ne se répondent pas du tout. Où les personnages ils sortent des phrases en mode tu savais que le peanut butter c'était un truc cancérigène et tout. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça n'a rien à voir avec la narration. Mais embarqué aussi parce que c'est The Séance dans un truc qui justement parle de la vie après la mort. C'est-à-dire que le propos est vraiment à travers les yeux d'un écrivain un peu maudit, piégé dans le purgatoire. Ce côté, qu'est-ce que tu laisses quand tu meurs, c'est quoi être une bonne personne, une mauvaise personne, c'est quoi le paradis, c'est quoi l'enfer et tout, et quel choix tu fais. Donc c'est le voyage initiatique d'un chaman spiritique drogué et complètement fou dans une ville où, ah oui, mais ça j'aurais envie de le spoiler aussi. Il y a quand même les dieux d'Hollywood. Tu vois, ouais, mais ça, c'est spoiler. Non, mais oui, non, mais après, je vais pas le détailler, mais il y a quand même fait. Et c'est que des idées bizarres comme ça, vraiment à la Michael Red, mais après, ça marche très bien dans le registre. Enfin, je dirais, The Umbrella Academy, le titre principal de Gerard Way, a aussi son lot d'idées bizarres, et c'est pour ça qu'au début, tu dis merde, c'est un spin-off, c'est pas la série principale, machin. Est-ce que ça va être aussi bien que la série mère? Et tu t'aperçois très vite, ouais, qu'effectivement tu retombes dans les cordes en fait de ce que tu dis. Alors c'est vrai que Gerard Way, je trouve ça me limite un peu mieux parce que comme tu sens que c'est pas une histoire où ils sont mis la pression de faire un truc uber canonique qui serait important dans la trame globale, etc. Ils se font vraiment plaisir en mode bah écoute, on a un personnage. C'est coécrit du coup, parce que Gerard Way donne les directives, mais c'est Sean Simon aussi qui écrit avec. Je pense que c'est Sean Simon qui a écrit, parce que ça ressemble pas du tout à l'écriture de Gerard Way habituellement. Non, c'est une notation. Il y a une postface ou une préface qui explique comment les deux se sont amenés à travailler sur le projet, tout ça, qui est à l'intérieur, qui explique bien un petit peu comment ça s'est fait. Mais c'est vrai que très rapidement, effectivement, tu dis bon, c'est séance et tout, mais après, effectivement, tu as cette ancienne actrice qui, on va dire, a une figure un petit peu fantastique qui va se matérialiser plus ou moins après. T'as cette exploration du monde des morts en fait qui va très loin, avec un côté bureaucratique même qui est exploré, qui est absolument fabuleux, je trouve. T'as ce délire du singe mafieux vampire qui fait toujours pas d'attraction. Enfin, voilà, mais c'est idée bizarre sur idée bizarre qui te rappelle en fait que ouais, effectivement, t'es dans The Umbrella Academy, c'est chelou, c'est perché, il y a eu de la drogue de consommer lors de l'établissement de ces numéros, c'est certain. En adéquation avec le caractère du personnage aussi, parce que c'est vrai, tu peux pas faire un spin-off, je pense, sur tous les personnages forcément non plus, tu vois.
Genre. Bah, tu pourrais sur l'espèce de faux Batman qu'ils ont là, enfin, celui qui se la joue justicier. Ouais, mais genre sur Space Boys, tu vois, ça m'intéresserait pas par exemple. Une série de SF un peu contemplative à la Jeff Lemire sur le mec tout seul dans la lune et tout. Bon, ok, peut-être que tu peux faire un spin-off sur tout le monde. Mais j'ai des idées pour tout. Mais voilà, toi, tu es quelqu'un de brillant, c'est pour ça. Appelle-moi Gérard, ouais. Mais là, en l'occurrence, vraiment, en fait, je trouve que le pari du spin-off est vraiment super réussi. Carrément. Super, et notamment. Mais en plus, c'est un personnage qui, de base, est plus riche que, comme tu sais, justement, je pense que ce que tu voulais dire, c'est que c'est de base, The Séance, c'est un peu la wildcard. C'est-à-dire que comme c'est le junkie, il a ce côté un peu Constantine, mais comme c'est aussi, justement, un peu le fils pas populaire, qui n'a pas du tout envie de se déterre, aller sauver le monde et tout, il a vraiment un côté, je te dirai ce que t'en penses, Jughead aussi, tu vois. Arnaud, tu m'écoutes pas là. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Jughead. Ouais. Mais, j'ai dit Jughead, c'est bon. Il a vraiment ce côté de Jughead aussi, tu vois, en mode genre je suis pas motivé, moi bosser ça m'intéresse pas et tout, je veux juste glander et me droguer. C'est vrai qu'à l'inverse de Jughead, son but c'est pas de trouver de la bouffe mais des drogues. Ça, de la drogue. Voilà. Et il a vraiment ce côté je suis toujours dans la lune, je prends jamais rien au sérieux et tout. Donc c'est vraiment une sorte de croisement hasardeux entre Constantine et Jughead, on va dire, qui marche super bien parce que j'aime bien les deux, tu vois, quelque part. Et on a oublié du coup de le dire parce que tout à l'heure on parlait de Achilleos et de Ian Culbard du coup. Tout à fait, ouais. Et donc c'est Ian Culbard, INJ Culbard qui dessine, qui est donc un auteur ultra talentueux. Donc il a fait l'adaptation des Montagnes Hallucinées qui est disponible chez Achilleos. On a déjà parlé de lui aussi parce qu'il a fait Wide's End avec Dan Abnett qui est disponible chez Kina Edition. Et voilà, c'est un artiste formidable. Voilà, ça qui fait donc de la ligne claire moderne, c'est donc du trait avec aplat et avec peu de profondeur sur des drames un peu simples. La colo aussi est merveilleuse. On est vraiment sur une colo là, je trouve, du niveau des colos de Marcos Martin chez Private Eye, tu vois, c'est flashy, c'est beau, c'est pop, et ça appuie justement vachement le côté pareil à la Michael Red. Cette BD est volontairement absurde, volontairement fun, volontairement années 60, psychédélique, trippy et tout. Et du coup, tout marche vraiment. Je trouve que c'est quasiment l'un des meilleurs tomes d'Umbrella Academy jusqu'ici, parce que un truc qui m'a toujours gêné dans Umbrella Academy, c'était l'impression que les mecs ont lu beaucoup de Mike Mignola. On se sont dit, tiens, c'est vachement bien, mais si on faisait avec un peu d'humour et une trame, on sait pas trop où elle va et tout. Et en vrai, il y a toujours un côté un peu premier degré qui rattrape ce truc-là et qui souvent est un peu chiant, quoi. C'est genre, on s'aime bien, on fait des câlins, on a une famille et tout. Que là, en fait, le côté premier degré, c'est vraiment la figure de l'écrivain mort, en fait, qui la donne. Et je la trouve très bien amenée parce que c'est fait avec beaucoup c'est pas dans le pathos, c'est vraiment beaucoup de subtilité j'étais pas un mec bien, je suis pas non plus un mec pas bien. Et je sais pas trop où je vais foutre les pieds. T'as ce côté administratif aussi de la vie après la mort. Ouais, c'est tribunal, en fait, tu vois. C'est un mec qui est en prison au purgatoire et tout. Et non, dans le fond, je trouve que c'est vraiment une très bonne histoire. À la limite, ça tendrait à dire que quelque part, l'Académie était peut-être mieux sans Gerard Way. Il est quand même un peu derrière. Oui, il est derrière, il a donné les idées. Mais si Sean Simon, justement, voulait rempiler pour d'autres projets, justement, de spin-off, moi, je serais carrément chaud. Et ça nous rappelle aussi que Culbard, qui a fait d'ailleurs, travaillé avec Cantwell aussi sur Everything... chez Berger Books. Berger Books, effectivement, qui est aussi une très bonne histoire. Qu'il est vraiment en train de, justement, devenir un peu plus important que juste ce mec qui fait d'extraordinaires adaptations de Lovecraft. Et il faut s'intéresser à son travail, particulièrement d'ailleurs si vous aimez Lovecraft. Moi, j'ai découvert un peu Les Montagnes Hallucinées avec son adaptation, qui est merveilleuse, vraiment. C'est du Tintin dans le texte avec du Lovecraft. Donc, si vous aimez Tintin, si vous aimez Lovecraft, vous devriez être content. Et là, pour le coup, avec cette colo vraiment ultra moderne, ultra, j'ai envie de dire, même à la David Hara, encore une fois, à la Marvel Now, tu vois, à la Spider-Woman, tu sais, la période où elle était enceinte, là, de Rodriguez. Tu vois, c'est pareil, c'est les mêmes couleurs flashy, pop, à la She-Hulk de Pulido et tout. Enfin, il y a un rapport évident entre Pulido et Culbard. C'est vraiment super beau, c'est super bien dessiné, c'est très bien. Enfin, c'est vraiment une bonne BD. Moi, je pense que ce sera le coup de cœur de ce podcast, on va dire. Parce que, autant Umbrella Academy, j'aime bien les tomes principaux, parce que aussi beaucoup Gabriel Ba, quand même. Bah oui, bien sûr. Le scénario, je te dis, m'a jamais trop emporté. C'est bien foutu, tu t'accroches et tout. Mais je trouve que, tu as toujours été un peu en mode genre, je vais trop vite et tout. Alors que là, c'est exactement la niche de BD psychédélique absurde qui me fait kiffer, justement, qui est, je trouve, assez rare, hein, mine de rien. Enfin, moi, je pourrais vous citer des titres, mais c'est même pas édité en France, tu vois, comme The Outer, tu vois, on en avait parlé une fois. Ouais. Voilà, c'est exactement le genre de bizarrerie que j'adore. Et je suis content de voir que, justement, encore assez de conscience. Pareil, il aurait pu faire un truc en mode Netflix, tu vois, en mode genre, on va faire un spin-off de séance à la Netflix avec le mec qui joue Nathan et tout, tu vois. Et en définitive, non, il assume, c'est, moi, voilà, je me fais plaisir, mon univers, il est là pour être barré, il est barré.
C'est ça. Voilà. Très bien. Bah écoute, T'es d'accord avec moi je suis complètement d'accord. Non, c'est un vrai kiff aussi. Peut-être pas mon coup de cœur parce que l'autre BD aussi vachement plus important. Ah oui, non, mais l'autre BD, mais c'est un autre registre. Non, mais c'est un autre registre. C'est ça. C'est forcément un autre registre. En tout cas, donc ça s'appelle Tu pues la mort et malgré son titre peu avenant, on vous le recommande très très chaudement si vous avez aimé The Umbrella Academy ou que vous souhaitez vous y mettre. Hein, ça peut aussi être très bien une porte d'entrée sur cet univers, vu que ça répond tout à fait au code de la série mère. Donc c'est disponible chez Delcourt au prix relativement doux de 15,95 €. Et donc on va terminer. Pour ces numéros, du coup, c'est pas. Ouais, non, c'est bien. Donc du coup, on va terminer ce podcast déjà, voilà, avec la dernière BD que l'on chronique pour ce Back Issues VF. Et quelle BD ? Et quelle BD, mon Dieu, avec un titre qui s'appelle Big Black Stand at Attica, donc un roman graphique de Jared Reinmuth, écrit en se basant sur les textes et l'autobiographie de Frank Big Black Smith et dessiné par le dessinateur Améziane, que l'on a reçu donc dans le podcast. Le titre doit forcément vous parler puisqu'on a fait une longue interview de près d'1h20 avec Améziane il y a peu, et donc là par contre c'est l'occasion de revenir d'un point de vue plus analytique et critique sur le bouquin qui est sorti en VO, c'était dans le label Arcaia de Boom Studios au début de l'année 2020, et donc là c'est pour la rentrée 2021 qu'on a une VF chez Panini Comics, donc en cartonné. Corentin, oui. Vu que moi j'ai fait 1h20 avec Améziane, est-ce que tu peux... Et puis que t'es un gros corrompu aussi, on peut se le dire. Ouais, voilà, copinage, etc. Ouais, tout les ça, chèques, bien entendu. les mallettes de coke et compagnie, enfin, voilà, on le sait. Complètement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le projet ? Alors, présenter le projet, ça vient présenter un fait historique, puisque c'est l'adaptation d'un fait historique qui donc est vraiment arrivé. Tout ce que vous lisez dans la BD il y a 50 ans. Les paroles qui sont prononcées par les politiciens et les gardes sont de vraies citations aussi. Pour résumer, donc en 1971, la prison de Attica, donc qui est un centre fédéral pénitentiaire relativement dur, voire même assez dur en fait. À l'époque, la majorité des détenus sont latino-américains ou noirs, et même plus noirs que latino-américains. Et l'entièreté des gardes, la totalité des gardes de la prison sont blancs, dont parmi certains d'entre eux participent à des groupes d'activistes suprémacistes et ouvertement racistes. On est à l'époque dans les États-Unis de Nixon, c'est pas du tout interdit d'être raciste envers les noirs. Ça va beaucoup changer, je suis en train de me dire. Mais voilà, donc c'est des matons un peu sévères qui parfois refusent que les détenus musulmans prient, qui déchirent le courrier qui n'est pas écrit en langue anglaise, qui interdit la pratique de certains cultes, et qui surtout fait travailler ces gens-là, parce que les prisons, justement, tu crées de la richesse aussi en prison. Il y a des travaux fédéraux qui sont imposés aux détenus pour rentabiliser un petit peu la tenue de ces établissements. Pour 30 cents de l'heure en moyenne, on va dire, donc un salaire relativement bas, qui est un peu moins que le SMIC français. T'es à peine plus payé que ça. Oui, à peine, moi, oui. Au final. Moi, je pense que ça se vaut un peu. Surtout si je mets Twice the Last Man. Mais, non, mais si on calcule, c'est vrai. Mais... Forme-la, putain. Donc, tout ça pour dire que quoi ? Tu vas couper, tu fais chier. Ouais, que c'est une grosse donc merde, voilà, et puis après voilà, donc il y a des trucs par rapport aux conditions sanitaires, aux conditions hygiéniques, à la violence générale au sein de la prison qui fait ouais, donc c'est une douche par semaine et un rouleau de PQ par mois. C'est ça, voilà. Et que les détenus vont finalement se rebeller, organiser une révolte, essayer de négocier avec le gouverneur de l'État, en l'occurrence monsieur Rockefeller, de la famille des milliardaires Rockefeller, et avec aussi le président Nixon qui va appuyer justement l'État un petit peu rude à ce moment-là. Ils vont publier un manifeste qui fera date et qui pourrait potentiellement faire tache d'huile, et donc l'État va dire il faut les mater maintenant avant qu'ils deviennent un symbole. Et donc un jour, les hélicoptères sont envoyés, ça rafale dans la foule, il y a 29 morts, 10 blessés et 10 otages qui... C'est plus que ça en nombre de morts, hein, c'est plus. Non. Tu veux vérifier si tu veux pendant que je parle ? Ouais. Mais vas-y, continue. Donc, grosso modo, voilà, c'est un truc assez violent, l'histoire des États-Unis. On s'est aperçu un peu plus tard, mais même relativement peu de temps après, qu'en fait, c'était bien les hélicoptères de la police et de la garde nationale. C'est la garde nationale, ouais, c'est ça. Voilà, la garde nationale qui avait tué les otages et pas, en fait, les détenus, puisque les détenus avaient toujours promis que les otages ne subiraient pas de violence. Et voilà, c'est typiquement en fait une question de, un cas d'école justement du rapport de force entre l'État fédéral américain qui a toujours été assez difficile au niveau des conditions carcérales. C'est pas la première émeute, c'est pas la dernière non plus. Pardon, c'est 29 prisonniers plus 10 gardes tués. Ok, du coup. d'accord. C'est pour ça que le bilan total est quasiment de 40 personnes. Quoi. Ça marche.
Et donc voilà, c'est un truc qui a été appuyé par Nixon, qui a dit que c'était la bonne chose à faire parce qu'il voulait pas que ces prisonniers-là donnent l'exemple de la révolte à d'autres prisons. Ça nous rappelle un petit peu l'état de délabrement dans lequel était justement le système carcéral à l'époque, dans lequel il est peut-être encore un peu aujourd'hui d'ailleurs. Sûrement même. Le racisme envers les minorités aux États-Unis qui sont majoritaires dans les prisons. Et on pourrait se poser la question, tu vois, si on était raciste, on pourrait se dire, mais attends, pour que c'est quand même bizarre que c'est quand même majoritairement les latinos, les noirs et les noirs musulmans qui vont en prison. Est-ce qu'ils sont fondamentalement méchants ou est-ce que c'est l'État qui est raciste? Tu vois, c'est les trucs qui justement sont assez intéressants à creuser, que Oz a bien creusé d'ailleurs aussi. Ouais, carrément. Qui sont toujours un truc d'actualité puisque ça n'a pas beaucoup changé. Majoritairement dans les prisons, c'est plus des minorités ethniques. Peut-être parce que le système n'est pas fait pour eux en fait, tu vois, quelque part. Donc voilà, que dire? Au niveau justement des faits, tout ce qui est dit dedans est évidemment réaliste, réel, c'est vraiment ce qui s'est passé. D'où la fin un peu sombre qui du coup est le témoignage de Frank Smith. Tel qu'il a vécu les choses avec ses 2 collègues, qui étaient les 3 qui dirigeaient un petit peu la révolte. Donc c'est des scènes qui sont très dures, c'est des scènes qui sont très brutales. On ne fait pas de concession à la violence dans cette BD, en tout cas à la réalité de la violence. Et la BD a surtout l'intérêt d'être une BD, justement, puisque Amazian porte très bien son pseudonyme de Amazing. C'est vraiment un travail proportionnellement à ce que peut être une BD de biopic. C'est l'équivalent de ce qu'a produit Ed Piscor pour les X-Men. C'est-à-dire que c'est justement une BD qui cherche à imiter des codes de bande dessinée de genre d'un autre temps, avec des introductions justement très série B, avec un jeu sur les formats, la mise en abîme justement de ce qu'est une bande dessinée, comment tu peux jouer avec la narration, le découpage des cases, le premier plan, le deuxième plan, etc., les interjections de narration, etc. C'est pas narratif comme le serait justement Urgence Niveau 3, c'est vraiment plus une sorte de grand design appliqué à une émeute de prison qui sait être dur quand il faut être dur, et on sent que c'est un script de cinéma au départ, et qui pour moi en fait donne toute sa force à ce message-là. C'est-à-dire que si ça avait été un film, ça aurait été un biopic qui aurait valu ce qu'il aurait valu au niveau de la réalisation, etc. Mais en BD, c'est vraiment la forme qui, je trouve, entre guillemets, sublime quelque part par accident, parce que ça n'a pas vocation à être sublime. Tout ce qui se passe dedans est très grave, très dur, et on devrait l'évoquer en des termes différents si justement on prenait ça comme un drame ou comme un biopic. Mais en faisant justement une BD de genre, ça donne une puissance, une majesté et une droiture même justement à ce qui se passe dedans, que je trouve vraiment assez admirable. Enfin, il y a vraiment des scènes qui, moi, m'ont marqué, tu vois, parce que le graphisme, j'ai eu la chance de le lire en VO avant l'édition VF, à l'époque, justement, avant la nomination aux Eisner Awards, on avait parlé à ce moment-là, je crois. Et directement, je m'étais dit, putain, c'est un truc de ouf, vraiment, c'est ce qu'aurait fait Run, on va dire, par exemple, s'il avait dû adapter, je sais pas, moi, la fameuse marche maté par Maurice Papon, on va dire, à l'époque du mouvement algérien, tu vois, c'est vraiment ce genre de truc-là. C'est un artiste qui, justement, a un style qui est très énervé, très furieux, très musical, très iconoclaste, très pop culture, entre guillemets, qui croise une histoire qui est horrible. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit à Mazian, que ça m'étonne pas qu'ils aient pensé à Spike Lee pour faire ce script-là au cinéma, parce que c'est vraiment ce que fait Spike Lee aussi, justement, mettre une esthétique musicale, un rythme musical, une énergie visuelle qui n'est pas forcément celle de la réalité, dans des œuvres qui parlent de réalité, qui parlent de vrais problèmes de la réalité. Et du coup, moi, je conseillerais à tout le monde de lire cette bande dessinée, de s'intéresser au sujet qui, effectivement, un petit peu comme les émeutes raciales de Tulsa qui avait été redécouvert par Watchmen. Ouais, on l'a abordé justement en plus en podcast avec. J'ai pas fini encore. Mais à la fin, donc c'est normal, t'inquiète. Mais du coup, voilà, c'est typiquement ce genre de truc, en fait, qui. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance un petit peu, j'ai l'impression, à sous-estimer le racisme, l'histoire raciste en général, ou à croire que ce serait fini, que le racisme n'est pas un problème du temps présent, mais un problème du passé, que depuis Barack Obama, tout va bien, que depuis Christian Taubira, tout va bien, j'en sais rien, je sais pas comment les racistes arrivent à justifier qu'il fallait plus faire d'efforts pour essayer de contourner ces problèmes-là, enfin d'affronter ces problèmes-là même plutôt. Mais c'est le genre de BD qui, à mon sens, plus que Kent State, que j'ai quand même fini par lire, donne envie justement de donner plus de place à la BD historique, à la BD de biopic, à roman graphique, entre guillemets, au sens noble, parce qu'il peut intéresser justement d'autres gens que ceux qui aiment les super-héros, le divertissement pop, tout en restant très étudié, très recherché, très créatif dans sa narration, sa discipline, ses codes, ses couleurs. Là, c'est grosso modo, c'est trichromatique, hein. C'est vraiment c'est beaucoup de gris, beaucoup de beige, beaucoup de jaune. Il y a parfois un bleu par-ci par-là, etc. Mais c'est quand même vraiment de la BD assez étudiée dans ce qu'elle veut convoquer comme ambiance, comme atmosphère. Limite tentant justement une bande son funk,
un saxo déchirant derrière, un cornet à la Miles Davis et compagnie. Enfin, je trouve ça vraiment, moi, c'est top. J'aurais envie d'un film d'animation qui va avec, tu vois. Tu penses, ouais, en film d'animation? Carrément. Bah, de toute façon, il y a un script techniquement de film qui a déjà été produit, donc ce serait pas déconnant de le voir adapté tel quel, mais après j'ai envie de dire que la BD suffit complètement à elle-même par rapport à ce qu'elle raconte et la façon dont c'est raconté et illustré. Bah, je ramène mon saxophone, je te la fais ta bande son, il y a pas de souci. Mais t'es pas noir. Je joue du saxophone. Culturelle. Je joue du saxophone quand même. J'ai le droit de jouer du saxophone malgré tout. Ouais. Donc, mais après, j'ai pas grand chose à rajouter de plus par rapport à l'exposé que tu viens. La chance de parler avec l'artiste aussi. Ouais, mais tu auras la chance de le rencontrer également très prochainement. On parlait de Martin Scorsese. Exactement. On l'a déjà teasé dans un précédent podcast, mais oui, enfin, c'est une claque, c'est tout. Simplement, ça raconte les choses. Pour moi, ça fait partie justement de ces BD-là, mais voilà, oui, comme un Urgence niveau 3, comme d'autres récits de la sorte qui racontent la réalité, en fait, qui racontent une réalité. Et qui pour moi en fait transcende le simple statut d'œuvre culturelle, parce que ça, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que Améziane disait dans le podcast aussi en parlant de mémoire nouvelle, en fait, vraiment du devoir de mémoire par la bande dessinée, parce que c'est hyper important en fait à retranscrire. Je trouve que c'est magnifiquement écrit. C'est très dur par moments aussi, effectivement, donc tu te prends une droite tout simplement en lisant ce genre de bouquin, donc c'est super cool, hein, tu te prends une droite aussi en te disant que beaucoup des gens qui étaient là à l'époque sont encore en vie aujourd'hui. Ouais, et c'est ça aussi, c'est pour ça Amazian l'aborde aussi, parce qu'il disait que sa plus grosse trouille c'était de ne pas réussir à rendre hommage, enfin à fausser le récit de personnes qui sont encore effectivement actuellement en vie, quoi. Mais Frank Smith du coup est mort récemment. Frank Smith, alors pas récemment, il y a quelques années quand même. Ouais. C'était 2004 ou 2007, je sais plus. Ah oui, non, c'était quand même c'était quand même il y a quelques temps, quoi. Mais non, mais voilà, c'est heureusement qu'on a des Jared Reitmus, des Améziane pour faire ce genre de bouquin et pour faire effectivement ressortir en fait des événements qu'on pourrait avoir tendance à oublier et qui permettent de se rappeler à nous, pour savoir aussi les erreurs qui ont été faites, pour savoir aussi pour reparler de thématiques qui sont à mon sens toujours d'actualité également. Et voilà, en plus l'édition cartonnée et tout, elle est vraiment très, très, enfin il y a une bonne fab aussi sur cette édition VF. Donc de toute façon voilà, avec cette chronique et plus le podcast avec Améziane, vous comprenez que on avait envie de mettre en avant cette BD. Juste du coup, c'est du Panini. C'est chez Panini, ouais. Mais ça, juste, je tenais quand même à revenir là-dessus parce qu'il y a eu des conneries qui ont été dites là-dessus, mais je trouve ça quand même assez cool de voir justement Panini. Des fois, il nous arrive de taper dessus, nous aussi, sur la façon dont sont édités les Marvel, dont la gueule de prix, etc. Il y a beaucoup à redire sur les politiques. Mais sur l'indé, je trouve quand même que Panini fait quand même de bons efforts. Et typiquement, ce genre de projet-là, on n'est pas américain. Nous, on n'a pas le même rapport justement à ces affaires affreuses qui concernent régulièrement les Noirs américains et qui arrivent à intervalles périodiques. Je veux dire, on parle d'affaires George Floyd ou des faits George Floyd, mais je veux dire, c'est pas du tout nouveau. Et tous les 3-4 ans, voire même tous les 2-3 ans, voire même tous les ans, il y a souvent effectivement des autres Frank Smith à signaler. Que Panini justement prenne ce risque-là, il faut quand même, enfin, prendre ce risque-là, importe cette BD-là qui, a priori, à part une nomination aux Exner, et je suis pas sûr que ça ait vraiment un effet de conversion ou du curieux automatique. Et non, quand parce même, que Bitterroot fonctionne pas particulièrement alors que ça a été alors que ça a gagné et que ça a été nommé à des Oscars. Et même Améziane, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement si connu que ça en France. Bon, après faut voir, parce qu'il a aussi un parcours dans le franco-belge qui fait qu'il est connu aussi par un autre lectorat, hein, donc c'est... Mais en tout cas, Panini a pas besoin de ça pour vendre des BD. Ils ont choisi de l'éditer, c'est un choix qu'ils ont fait. Et à mon avis, justement, pour compenser l'afflux de Marvelerie et compagnie, ça fait plaisir de voir que les éditeurs français font aussi ce genre de choses. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est comme si typiquement Netflix se disait, j'aime comme Netflix qui des fois se décide à faire un bon film politique bien vénère, de produire un Spike Lee ou quoi, en mode un Inaritu, ou un Inaritu, on fait des films de merde pour des divertissements grand public pour le tout venant, mais qu'on a quand même aussi envie de défendre des idées, donc des Quaron, des trucs comme ça. Ouais. Ça fait plaisir des fois aussi, quoi. Effectivement, très bien. Écoute, donc c'est disponible pour 19,95 €, un très bon investissement du coup à faire en VF. Et là-dessus, on va conclure. Voilà, ça fait une bonne heure qu'on parle ensemble. Donc le fameux podcast de connards sur des canapés qui parle de BD qu'ils ont lu s'achève avec cette édition Back Issues VF 100% indé. On espère que l'un de ces 5 titres saura attirer votre attention, saura piquer votre curiosité. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur vos propres lectures, qu'il s'agisse de titres que l'on a chroniqués ou d'autres choses. Et si vous êtes de l'Undergan pour le larynx,
Je suis aussi, preneur. ouais, voilà, pour Mes DM sont ouverts. penser à Corentin. Penser à Corentin, effectivement. Parce que sinon, on va devoir lui greffer les cordes vocales d'un lamentin. Ouais, bah. Et du coup, voilà, ça sera un petit peu particulier pour les prochains podcasts. En tout cas, on vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en partageant les podcasts plus que de raison partout sur les réseaux. Là, vraiment, et au-delà, coller des tracts à votre boulangerie et à votre bureau. Trafiquer les playlists Spotify de vos collègues pour leur mettre un épisode de First Print entre deux chansons de Doja Cat et comme de toi, c'était déjà arrivé, ça. Ouais, effectivement, ça m'est déjà arrivé. En effet, voilà, donc faites ce qu'il faut, mais en tout cas, partagez le podcast, c'est ce qui nous permet de subsister. Et on espère que ça vous a plu, et on vous dit donc à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!